parole à Pierre Laurent, qui est sénateur de Paris, qui est secrétaire national du PCF et président du parti de la gauche européenne. Bien, je veux vous dire mon plaisir d'être avec vous ce soir. D'abord, je veux dire un petit mot particulier qui n'a pas de rapport direct avec Garges, mais vous savez que c'est un moment particulier puisqu'on a appris il y a 2 jours le décès de Nelson Mandela. Et un peu partout en France ce week-end, on célèbre sa mémoire. En tout cas, nous, on a décidé de prendre des initiatives pour ça. Il y a un numéro spécial de l'Humanité qui est sorti ce matin pour raconter son histoire. Et je pense que j'ai un petit badge à son effigie qu'on va dans les jours à venir distribuer. On fait une grande soirée d'hommage lundi soir à Paris. Et je pense que c'est pas inutile, même si ça n'a pas de rapport direct avec Garges, d'avoir une pensée ensemble pour Nelson Mandela, parce que c'est un homme qui nous a appris 2 choses en tout cas. La première, c'est que il ne fallait jamais renoncer au combat pour l'émancipation humaine. Et lui, on a souffert dans sa chair pendant très longtemps, puisqu'il a passé 27 ans au bagne, dans des conditions terribles, et il a su garder l'espoir du combat. Et puis, la deuxième leçon, c'est que il a toute sa vie pensé qu'il serait capable, ou que les forces qui l'entouraient avec lui seraient capables de rassembler et d'unir tout le peuple sud-africain dans un moment où ça paraissait quand même être totalement invraisemblable vu les conditions du régime d'apartheid. Et avec toutes les forces qui l'entouraient, l'ANC, le Parti communiste sud-africain, le syndicat de la COSATU, ce qu'on appelait la Triple Alliance, pendant des décennies, ces gens-là ont cru à l'unité du peuple sud-africain au-delà de l'apartheid, et alors que ça paraissait invraisemblable, eh bien la vie et le combat, grâce au combat qu'ils ont mené, la vie leur a donné raison. Donc je pense que penser en ce moment à Nelson Mandela, c'est avoir en nous une pensée d'espoir, et je pense qu'on en a tous besoin. Donc je crois que c'était pas inutile d'en dire un mot. Je disais que j'étais très heureux d'être avec vous ce soir parce que je crois que vous venez de vivre une belle journée de travail collectif pour essayer de dire ce que pourrait être l'avenir de cette ville, un avenir différent qui tienne compte de ce que veulent et de ce que souhaitent les habitants. Et moi, je trouve ça formidable, ce type de journée de travail, parce que elle montre que, alors que certains cherchent au contraire à diviser la société, à opposer les gens entre eux, à rendre toujours les choses plus compliquées et plus injustes, et bien que dans une ville comme celle-là, comme dans beaucoup d'autres en ce moment, des citoyens soient capables de se réunir, de travailler dans cette situation, de construire ensemble et de dire oui, nous avons des idées pour la ville, nous avons des projets qui sont des projets qui peuvent réunir les gens, qui peuvent ouvrir une autre voie que celle qu'on nous présente comme toujours, soi-disant la seule possible, alors qu'on sait tous les uns et les autres, et vous savez que d'autres choses seraient possibles à condition de rassembler les citoyens, de leur donner la parole, de leur donner du pouvoir dans les choix qui sont faits dans la ville et ailleurs. Eh bien, cette journée de travail que vous avez vécue, elle est d'une certaine manière la démonstration qu'il y a un autre avenir possible pour votre commune et qu'il y a un autre avenir possible au-delà pour le pays tout entier. Parce que je crois que la crise du pays, la situation très difficile que vit le pays en ce moment, et par voie de conséquence, beaucoup de communes de France comme celle de Garges, cette crise, elle a deux causes principales. La première, c'est que on a donné le pouvoir, il y a maintenant un certain temps, dans ce pays et en Europe, on a donné le pouvoir à la finance. Et d'ailleurs, on n'était pas les seuls à le dire il y a très peu de temps, puisque François Hollande lui-même,
dans la campagne électorale, a dit si on a un adversaire à combattre, c'est ce pouvoir de la finance auquel on sacrifie tout, alors que nous on disait dans cette campagne électorale, il faudrait au contraire mettre le cap dans une direction simple, c'est l'humain d'abord. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui continuent à porter ce badge sur le cœur, parce qu'effectivement, derrière ces deux mots, l'humain d'abord, il y a effectivement un choix de société. Si on a à choisir entre tout sacrifier à la finance ou l'humain d'abord, eh bien non, notre choix, il est clair. C'est en faisant le choix de l'humain qu'on peut sortir de la crise. Et contrairement à ce qu'on nous dit, c'est pas justement en continuant à tout sacrifier aux intérêts de la finance, parce que soi-disant il faudrait être compétitif, il faudrait être je ne sais quoi, qu'on sort de la crise. Parce qu'à force de faire ça, au contraire, on aggrave sans cesse la situation, on développe les inégalités. On est maintenant dans une situation aberrante où il y a quelques personnes qui concentrent des richesses invraisemblables, et puis la grande masse des citoyens, des travailleurs, des jeunes qui souffrent de cette situation. Et ça, on le voit régulièrement quand on entend l'autre jour à la télé que le patron de PSA s'en va dans un autre groupe et qu'on est prêt à lui signer un chèque pour ce qu'ils appellent une retraite chapeau de 21 millions d'euros, alors qu'il est PDG d'un groupe où on vient de licencier des milliers de salariés en expliquant que c'était totalement impossible de trouver l'argent pour continuer à les faire travailler. Il y a quelque chose qui est complètement pourri dans le système actuel. Les bénéfices qu'on demande au plus grand nombre ne sont pas faits pour améliorer la situation du pays et la situation générale. Elles sont faites pour continuer à alimenter un système qui dirige toujours l'argent vers les mêmes endroits, vers les mêmes personnes, vers les mêmes lieux de pouvoir. Et puis ces gens continuent à faire un maximum de fric et à chercher la rentabilité. Quelqu'un, juste avant que je monte, me disait il faudrait s'attaquer à la spéculation sur les matières premières, et notamment les matières premières alimentaires. Il a 1000 fois raison. D'ailleurs, on vient de mener un très grand combat européen pour obtenir le maintien de l'aide au programme alimentaire que la Commission européenne voulait supprimer, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont prêts à spéculer sur tout. Ils peuvent spéculer sur l'alimentation, ils peuvent spéculer sur le logement, alors qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se loger. Ils sont prêts à spéculer sur l'éducation. Si on abandonnait l'éducation, si on arrêtait de faire de l'école un service public, ils seraient prêts à faire de l'argent sur l'éducation des jeunes. Donc ils sont prêts à spéculer sur la santé, et on sait qu'ils le font sur les médicaments et sur d'autres choses. Donc ce pouvoir de la finance, qu'on a laissé gagner beaucoup trop de terrain, il est en train de pourrir la situation du pays, de développer les inégalités. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et c'est à ça que le pouvoir actuel, le gouvernement, dans lequel tant de gens avaient mis leurs espoirs, eh bien le problème c'est qu'il a renoncé à mener ce combat-là. Il a renoncé trop tôt à mener ce combat-là. Nous, on ne dit pas que tout serait simple, que tout serait facile, mais au minimum, pour gagner une bataille, il faut commencer par la mener. Il ne faut pas y renoncer avant d'avoir commencé à mener cette bataille. Or, on voit bien que ce gouvernement ne s'engage pas dans cette direction-là. Jean-Marc Ayrault vient de dire qu'il voulait remettre à plat la fiscalité. Mais il a 1000 fois raison de dire qu'il faut remettre à plat la fiscalité. Le problème, c'est qu'il faut passer aux actes, parce qu'effectivement, les impôts sont devenus un système totalement injuste. Je vous cite juste un chiffre, mais les impôts sur la consommation, la TVA, et puis les impôts que vous payez sur l'énergie, c'est ce qui rapporte maintenant le plus dans les caisses de l'État. La première recette fiscale de l'État, c'est les impôts sur la consommation. 150 milliards d'euros par an au total pour le pays. Or, on sait que c'est les impôts les plus injustes, puisque quelqu'un qui a quelques centaines d'euros pour vivre, ou qui a le SMIC, paye exactement de la même manière que quelqu'un qui a des sommes invraisemblables pour vivre, que Philippe Varin de PSA, que je payais tout à l'heure. Vous payez le même impôt de TVA sur la baguette ou sur n'importe quel autre produit de consommation que le PDG de PSA à qui on propose 21 millions d'euros de retraite chapeau. Donc ce système des impôts sur la consommation est le plus injuste qui soit.
Or aujourd'hui, c'est l'impôt qui rapporte le plus dans les caisses de l'État. En revanche, celui qui rapporte le moins dans les caisses de l'État, c'est maintenant l'impôt sur les sociétés. Je vous ai dit que les impôts sur la consommation, c'est plus de 150 milliards d'euros. La totalité des impôts payés par toutes les entreprises en France, l'impôt sur les sociétés, c'est 36 milliards d'euros maintenant. C'est-à-dire c'est, en gros, 5 fois moins que les impôts sur la consommation. Et ces impôts-là baissent tandis que les impôts sur la consommation augmentent. Et au 1er janvier, et c'est pour ça qu'on manifestait l'autre jour à Paris avec tout le front de gauche, on va à nouveau augmenter la TVA, qui est l'impôt le plus injuste, alors que dans le même temps, on continue de baisser l'impôt sur les sociétés et de faire des cadeaux à la très grande majorité des grandes entreprises, sans parler des entreprises qui ne payent pas d'impôts du tout en France. Il faut savoir que les grandes multinationales américaines, Google par exemple, que tout le monde connaît parce que tout le monde pianote sur Internet, Google, qui fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires, paye 0 impôt en France. 0 impôt. Pas un peu, 0. Donc il y a des grandes entreprises qui ne payent rien au système fiscal et on continue de taxer la très grande majorité des salariés et des travailleurs. Ce système, il est injuste, il est inefficace économiquement parce que du coup, la grande majorité des richesses qui devraient contribuer à l'intérêt général échappent à leur contribution au bien collectif. Et on demande toujours aux mêmes de payer plus et évidemment, comme ils ont de moins en moins, eh bien le système ne peut pas fonctionner. Et même le gouvernement qui nous dit on fait tout ça pour améliorer la situation du budget et la situation du pays, eh bien évidemment la situation du budget, elle aussi, se dégrade dans ces conditions. Donc il faut effectivement reconstruire le système fiscal pour le rendre à nouveau, pour reconstruire un système de justice fiscale. Et c'est pour ça que nous, on demande l'annulation de la hausse de la TVA au 1er janvier, mais qu'on demande aussi, et on va préparer ça, de construire des états généraux de la justice fiscale pour reconstruire le système fiscal français et reconstruire un système d'impôt juste qui fasse contribuer les plus fortunés, qui fasse contribuer le capital, qui fasse contribuer tous ceux qui utilisent tous les systèmes possibles pour échapper à l'impôt, voire pour aller placer leur argent dans les paradis fiscaux et ne pas en payer du tout. Mais ce qui est vrai pour ça est vrai pour beaucoup d'autres choses. Il y a en ce moment à nouveau, malheureusement, une avalanche de licenciements dans tout le pays, et notamment dans l'industrie. Mais on sait que dans la plupart des cas, dans de très nombreux cas, notamment dans les grandes entreprises, eh bien ces licenciements n'interviennent pas parce que ces entreprises manquent d'argent, mais parce que les groupes, les actionnaires qui sont derrière, veulent augmenter leur taux de rentabilité. Et voilà pourquoi nous avions proposé un projet de loi qui s'appelait projet de loi d'interdiction des licenciements boursiers, pour arrêter avec ces pratiques d'entreprises qui licencient alors qu'elles font beaucoup d'argent. Il y a des gens qui nous disent « oui, mais dans les PME, c'est un peu plus compliqué que ça ». Oui, c'est vrai. Souvent, les PME, elles aussi, payent les conséquences de ces politiques-là, parce que les PME travaillent pour ces grands groupes. Donc non seulement ces grands groupes font du dégât auprès de leurs salariés, mais ensuite elles entraînent d'autres, une kyrielle de petites entreprises dans leur chute, et tout ça augmente le chômage et dégrade la situation du pays. Ce qui est la cause de beaucoup de malheurs, de beaucoup d'injustices, c'est ce système qui privilégie les rendements financiers au détriment de l'intérêt général. Donc, c'est à cela que nous on veut s'attaquer dans ce domaine-là. Dans le domaine du logement, c'est la même chose. C'est parce qu'on fait des ponts d'or à la spéculation, parce qu'on a dirigé l'argent vers le financement du logement privé, au lieu de le diriger vers le financement du logement social pour pouvoir faire des loyers moins chers, des logements de meilleure qualité, des logements dans lesquels on investit pour qu'ils soient mieux isolés et donc qu'on paye moins de chauffage. Eh bien, au lieu de mettre l'argent là-dedans, on a préféré laisser des gens s'enrichir dans la spéculation foncière ou dans la spéculation sur le logement. Et aujourd'hui, la grande majorité des aides au logement vont aux spéculateurs privés au lieu d'aller au financement du logement social. Donc c'est ce système qu'il faut remettre à l'endroit au plan du pays, et c'est la première chose qui ne va pas du tout. Mais la deuxième chose qui ne va pas du tout, et qui va avec la première, c'est qu'on a progressivement, alors que soi-disant on vit dans une démocratie, on a dessaisi les citoyens
les gens comme vous et moi de leur réel pouvoir. Et on a un système qui est un système de moins en moins démocratique, et un système qui donne le pouvoir à quelques personnes, qui les concentre vers le seul président de la République, ou qui le concentre vers des directions d'entreprise qui sont de plus en plus à l'abri du pouvoir de contrôle des travailleurs, et puis ces lieux de décision décident pour tout le monde. Et même quand la majorité des gens pensent autrement ou souhaiteraient une autre direction, eh bien on impose des décisions qui sont de plus en plus des décisions qui confisquent le pouvoir à la majorité au lieu d'écouter la majorité des citoyens. Et quand des hommes, des femmes ou des hommes politiques en plus se font élire en promettant quelque chose et en faisant autre chose, évidemment le dégoût de ce système grandit dans la population. Et nous croyons au contraire à une politique, à des engagements politiques, à une pratique politique qui permettrait de rendre du pouvoir aux citoyens, au lieu de continuer à confisquer toujours le maximum de pouvoir aux citoyens. Il faudrait rendre du pouvoir aux citoyens, parce que nous croyons qu'il y a dans la population, parmi vous, dans cette ville de Garches comme ailleurs, beaucoup de gens qui sont prêts à mettre leurs énergies, leurs idées au service du bien commun, pour peu qu'on leur donne les moyens de la solidarité, pour peu qu'on leur donne les moyens de s'organiser ensemble, de penser ensemble l'avenir de leur territoire, l'avenir de leur vie, l'avenir de leurs enfants. Les gens, ce n'est pas vrai, on nous rabâche ça pour justifier ce que font ceux qui nous dirigent aujourd'hui. On nous dit que le problème, il est chez les gens qui veulent pas s'entendre entre eux, qui sont divisés. Non, c'est ceux qui détiennent les clés du pouvoir, qui passent leur temps à essayer de diviser les gens, à les opposer entre eux. Mais si on rassemble la population, si on la rassemble dans sa diversité, au-delà de toutes ces différences, et qu'on parle du bien commun ensemble, eh bien, on est capable de produire de très belles choses. Et je parlais en arrivant de ce que vous avez fait dans la journée d'aujourd'hui, mais il y a 1000 occasions qui montrent que dans la vie de notre société, dans la vie de notre ville, dans la vie de la France, eh bien, les gens sont capables de produire le meilleur entre eux, pour peu qu'on leur fasse confiance et qu'on leur donne à eux vraiment la clé du pouvoir. Donc voilà à quoi nous on veut s'attaquer. On veut s'attaquer au pouvoir de la finance et on veut s'attaquer à ce système qui prive les citoyens de leur réel pouvoir et on veut rendre du pouvoir aux citoyens. Et la commune, la ville de Garges ou d'autres, c'est l'endroit rêvé pour faire ça. Parce que dans les communes, on se connaît, on vit dans la proximité. On est rassemblés, c'est des lieux où le pouvoir, pour peu qu'on se rassemble ensemble, il devient accessible. Donc nous pensons, nous, que la commune reste un endroit privilégié pour construire de la solidarité contre l'égoïsme de l'argent, pour construire du bien commun contre les logiques de concurrence, pour construire de la démocratie contre la confiscation des pouvoirs. Et c'est pour ça que, évidemment, avec tout ce que j'ai dit, il y a beaucoup de batailles à mener qui dépasse le seul cadre de la commune. Il faut mener la bataille nationale. Je disais, on manifestait dimanche dernier pour un système fiscal plus juste, pour l'annulation de la hausse de la TVA. Et on va continuer. On s'est battu sur la réforme des retraites, sur beaucoup d'autres sujets. Et évidemment, on va continuer. On va même mener la bataille. Francis disait que je suis président du parti de la gauche européenne. C'est un parti qui rassemble plein de partis au niveau européen, de notre famille politique, et on travaille aussi au plan européen, parce qu'il y a des luttes dans tous les pays européens, et on rassemble, et on travaille même au-delà, on travaille avec plein de forces démocratiques du sud de la Méditerranée, et d'ailleurs, pour essayer de construire des choses ensemble. Donc toutes ces batailles-là, il faut les mener. Mais ce qui est certain, c'est qu'au plan de la commune, nous pouvons déjà faire beaucoup. Nous pouvons construire, commencer à poser les fondations d'une société meilleure. Et nous ne sommes pas du tout de ceux qui disent que les élections municipales, ça sert à rien, c'est pas la peine de s'en occuper, parce que tout ça, ça se passe ailleurs. Non, les élections municipales, c'est-à-dire qui on va mettre à la mairie, avec quelle équipe, pour quel projet, c'est extrêmement important.
Parce qu'on peut, au niveau d'une commune, on peut pas tout faire, mais on peut faire beaucoup de choses pour le bien des populations. On peut décider de privilégier le service public plutôt que de privilégier la privatisation pour nourrir des spéculateurs ou des marchands qui sont prêts à spéculer sur tout et sur rien. On peut, au niveau d'une ville, se battre pour qu'on donne la priorité au transport public, pour qu'on donne la priorité à des tarifs moins chers, à des aides sociales, et non pas à des logiques de concurrence qui vont enrichir toujours les mêmes. On peut, dans une commune, travailler à développer un service public scolaire qui correspond à ce dont on a besoin pour nos enfants et qui ne soit pas un secteur éducatif qui soit discriminant, qui privilégie les inégalités, mais au contraire, un service public qui va dire « nous, on veut faire réussir tous les enfants ». Parce que tout le monde est capable de réussir si on se donne collectivement les moyens pour ça. Et il n'y a pas ceux qu'il faut aider à réussir parce qu'ils sont méritants et puis tous les autres qu'il faut laisser sur le bord du chemin. Non, tout le monde est capable, tout le monde a droit à une vie meilleure, tout le monde a la possibilité de faire ça. Mais souvent, ce qui manque, effectivement, c'est que l'énergie collective de la société, que le service public soit au rendez-vous avec de la qualité pour aider tout le monde à réussir. Donc au niveau d'une commune, on peut mener de beaux combats, on peut construire beaucoup de choses, on peut donner de la place dans la vie de la commune aux jeunes, à la jeunesse, alors que souvent dans la société, les jeunes ne sont pas écoutés, qu'on les méprise, voire qu'on laisse s'installer des logiques de discrimination, de racisme qui sont insupportables, alors qu'au contraire, il faut utiliser cette énergie qui existe dans la jeunesse pour transformer nos villes, pour la rendre meilleure et pour lui donner un avenir. Donc au niveau d'une commune, on peut faire énormément de choses et nous on pense que ce qu'il est peut-être pas possible aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on renonce à le faire, mais ce qui est difficile à faire au niveau du pays en ce moment, eh bien on peut le faire dans une ville ensemble. Et ça nous aidera justement, si on le fait dans beaucoup de villes de France et ici comme ailleurs, ça nous aidera à construire un autre avenir pour le pays tout entier. Et aux élections municipales prochaines, c'est l'occasion justement de dire dans chaque commune, nous on veut plutôt la solidarité et plutôt l'humain d'abord que plutôt le fric, la finance et les logiques de concurrence. Et on a une formidable occasion de le dire, et je crois que vous pouvez le faire ici à Garches. Ici, vous avez visiblement la méthode pour le faire, et la journée que vous venez de vivre, c'est la bonne méthode. C'est commencer à travailler, à construire de la démocratie, c'est le faire entre vous, et puis progressivement élargir ce travail, impliquer de plus en plus de gens dans ce travail, pour montrer que c'est possible, et donner l'espoir à des gens à qui on dit tous les soirs à la télé qu'il n'y a vraiment rien à espérer. Eh bien vous pouvez, grâce à ce travail, effectivement diffuser l'espoir que c'est possible de vivre autrement et d'être autrement ensemble dans la ville de Garges. Et le travail que vous avez commencé aujourd'hui, c'est la bonne méthode. Rassembler la ville, rassembler les Gargeoises et les Gargeois, les rassembler pour construire un projet pour la ville. Et puis vous avez aussi, je veux le dire parce que c'est aussi un peu pour ça que je suis là, dire que vous avez le candidat pour ça. Parce que il se trouve que je connais très bien Francis, puisque nous travaillons ensemble dans la direction nationale du Parti communiste. Et je connais ses qualités. Francis, et je crois que c'est pour ça que vous l'appréciez aussi ici, c'est un homme d'écoute, c'est un homme de travail collectif. C'est quelqu'un qui saura respecter la parole de chacun et qui saura en faire une force collective. Et si vous avez commencé à ce travail ensemble avec lui, là où dans une ville, il faut bien le dire, où il y a beaucoup trop de gens qui passent leur temps là aussi à diviser les gens ou à se diviser entre eux, à droite comme dans d'autres formations à gauche, bien Francis, lui, c'est un rassembleur. Ça a été, il faut que vous le sachiez, c'est au plan national un de ceux qui ont rendu possible la naissance, le développement du Front de gauche et la formidable campagne présidentielle de 2012. Toute cette énergie que vous avez vue à l'époque, cette dynamique collective, évidemment, on a été tout un certain nombre à le construire,
mais Francis a joué un rôle très actif dans tout ce travail-là. Donc, pour animer la méthode dont je parlais, pour créer cette ambiance collective, pour rassembler la ville ici, je pense qu'il est vraiment l'homme de la situation. Évidemment, je le connais, et vous pensez la même chose, il ne compte pas le faire tout seul. Il faut construire une équipe autour de ça. Mais justement, il est celui, avec vous toutes et vous tous, qui pouvait construire cette équipe. Et il est, je disais qu'il a été un des animateurs, c'est pas pour du Front de gauche, c'est pas pour rien que vous avez vu Mélenchon il y a quelques semaines ici, que je suis là. C'est parce que effectivement, il est dans ce dispositif de rassemblement, dans ce travail de rassemblement, quelqu'un qui est un artisan actif. Donc, j'ai vu que vous disiez, vous résumiez un peu votre ambition comme ça. Nous avons besoin, pour renouveler l'avenir de Garges, nous avons besoin d'un maire, nous avons besoin d'un projet, nous avons besoin d'une équipe. Eh bien, je pense que c'est le bon cap sur lequel vous avez commencé à travailler. Je crois que vous êtes partis pour ça. Je pense qu'il y a des millions de gens dans le pays en ce moment qui se disent comment est-ce que nous on va sortir de cette situation, comment est-ce qu'on va avancer, par quel bout on va commencer à améliorer notre vie alors qu'elle paraît si difficile et que ça paraît si compliqué d'en sortir. Eh bien, je l'ai dit, je pense qu'avec les élections municipales, dans beaucoup de villes en France, et singulièrement ici à Garges, vous pouvez commencer à construire un autre chemin. Vous pouvez tourner une page à Garges, retrouver une ambition de solidarité à la tête de cette ville, et je pense que la très grande majorité des Gargeoises et des Gargeois aspirent à ça. Le problème, c'est de leur en donner l'espoir. Ce n'est pas qu'ils n'aspirent pas à ça, qu'ils n'espèrent pas ça, mais il y en a beaucoup trop qui se disent « mais on n'y arrivera pas, c'est pas possible, c'est peut-être hors de notre portée, ça serait bien ». Mais on ne sait pas comment s'y prendre. Eh bien, il faut effectivement, c'est toujours comme ça, il faut ouvrir un chemin, il faut faire rayonner l'espoir qui est en vous, il faut montrer cette méthode collective, il faut montrer que vous avez, pour animer ce travail-là avec Francis et avec tous ceux qui l'entourent, des femmes et des hommes qui justement font confiance à cette méthode collective et qui ne chercheront pas à confisquer le pouvoir, mais qui chercheront en toutes circonstances à associer le maximum de jeunes, de femmes, d'hommes de cette ville, de toutes conditions, de toutes origines, de les associer toujours pour rendre le projet de la ville plus fort. Et si vous continuez d'avancer dans ce sens-là, eh bien moi je suis sûr qu'à Garges, et parce que je me balade un peu partout en France, et que dans beaucoup de villes de France, contrairement à l'ambiance un peu morose qu'on a en ce moment dans le pays, eh bien les élections municipales peuvent ouvrir des perspectives nouvelles et nous ouvrir un chemin d'espoir pour vous ici à Garges et plus globalement dans le pays. Alors bon travail à tous. Moi j'étais très heureux de venir là ce soir. Je sais que vous avez beaucoup de travail d'ici mars pour réussir ce beau projet, mais j'ai l'impression que vous êtes partis pour ça. On sent, en parlant avec les uns les autres là très brièvement, que vous avez un bon état d'esprit entre vous, vous avez l'air d'avoir confiance dans le travail engagé. Donc poursuivez dans cette voie-là, poursuivez avec Francis, et je suis sûr que vous pouvez réussir ici de très belles choses. Merci.